Bonjour à tous, merci d'être de retour. Je me présente, Wafa Zahraoui, je suis avec ma collègue Andrea. Andrea. Bonjour, je suis Andrea Pesseran. Et on a la chance de modérer cette session, cette deuxième session scientifique aujourd'hui. On va commencer par le professeur Jean Pelletier. Jean est médecin neurologue. Jean est médecin neurologue. Il est chef de service ici, service de maladies inflammatoires du cerveau et de la moelle épinière à Latignolles. Il est également chercheur au CRMBN, un laboratoire d'IRM sur le campus Timone, où il dirige une équipe d'imagerie dans la sclérose en plaques. Il est également président de la France Sclérose en plaques. Ça vient de changer de nom, du comité scientifique, médico-scientifique. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une présentation de Jean sur la sclérose en plaques et comment mieux voir les lésions. Merci beaucoup. Merci, Wafa. Alors, on va prendre un exemple pendant quelques minutes de transversalité et d'interdisciplinarité, qui est à mon avis une belle image qui est représentée par le laboratoire auquel j'appartiens et le service de clinique dans lequel j'appartiens aussi. Alors, simplement pour les non-initiés, quelques mots sur la maladie dont on va parler, qui s'appelle la sclérose en plaques. Alors, il faut quand même savoir que c'est la première cause de handicap non traumatique du sujet jeune, hein, je dis bien le sujet jeune. C'est pas une maladie très fréquente, hein, parce qu'elle représente 130 000 personnes en France, mais c'est 4 000 nouveaux cas par an. Environ 2 à 3 millions de personnes dans le monde. Et la particularité de cette maladie, qui fait partie depuis peu des maladies dites neurodégénératives, c'est que contrairement aux autres, elle va toucher le sujet jeune, dans la très grande majorité des cas, avec une maladie qui démarre entre 20 et 30 ans, et qui a une autre particularité, c'est d'être très féminine, 4 femmes pour un homme. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, on ne connaît pas les causes, comme la majorité d'ailleurs des autres maladies dites neurodégénératives, mais il y a probablement des facteurs d'association entre génétique et environnement. C'est une maladie qu'on qualifie d'auto-immune, comme peut l'être par exemple le psoriasis ou la polyarthrite rhumatoïde. Et un point très, 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 très important, ces 15 dernières années, on a fait d'énormes progrès d'un point de vue thérapeutique. C'est une maladie, si elle est prise, on va dire, d'un point de vue du diagnostic de façon précoce, on est capable de verrouiller son évolution dès le début de la maladie. Si on bloque l'évolution de la maladie, on évite les poussées. On va voir à quoi ça correspond d'un point de vue imagerie. On va éviter les poussées, on va éviter les séquelles de ces poussées, on va donc éviter le handicap. Et ce sont des gens maintenant qui vivent parfaitement bien avec leur maladie, avec des traitements hautement efficaces. Alors, le diagnostic de cette maladie repose sur l'IRM parce que la définition de cette maladie, ça a été dit par Wafa, c'est une maladie inflammatoire qui touche le cerveau et la moelle épinière. Alors, il ne faut pas oublier qu'en dehors du cerveau et de la moelle épinière, ce qu'on appelle le système nerveux central, il y a un autre élément qui s'appelle le nerf optique qui fait partie du système nerveux central. Et la particularité de la sclérose en plaques, eh bien, c'est qu'on va individualiser des lésions. Ces lésions inflammatoires, on dit parfois aussi démyélinisantes parce qu'elles sont principalement dans la myéline, au niveau du cerveau, au niveau du nerf optique, avec cette petite tache blanche que vous voyez là, et au niveau de la moelle épinière, avec cette petite tache blanche qu'on aperçoit ici. Donc l'IRM nous permet de faire le diagnostic. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire plusieurs séquences IRM qui vont nous montrer des choses différentes. Elles vont nous montrer des lésions, d'abord qui sont multiples. Vous voyez que tous ces petits points blancs, c'est chaque fois une lésion. Donc ça va correspondre à comment dire, à la définition du diagnostic. C'est une maladie disséminée dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, des lésions à des endroits différents, dans le temps, à des moments différents. Donc, on va utiliser des séquences qui permettront de voir des lésions là, qui sont plutôt anciennes, des séquences particulières qui nous montreront des lésions très récentes, cette petite tache ici, ou ici au niveau de la moelle épinière. Donc, très bonne sensibilité de détection. S'il y a une bonne sensibilité de détection, ça veut dire que le diagnostic va être fait de façon très sensible. Et ensuite, on va utiliser cet outil qui est l'IRM pour suivre les patients avec des IRM très fréquentes. Alors, on peut en faire autant qu'on veut, hein, il n'y a aucun risque d'irradiation avec l'IRM. Et on va voir, par exemple, apparaître une nouvelle lésion, ici, avec une séquence qui nous permet de dire qu'elle est nouvelle, une autre séquence qui vous montre cette lésion qui correspond à cette nouvelle lésion, mais aussi d'autres taches qui sont des lésions anciennes.
Et ici, je ne pense pas que vous le voyez très bien, mais ça veut dire, c'est pour introduire le reste de toutes petites lésions, là, au niveau en haut de la moelle épinière. Et ce suivi IRM va nous permettre d'adapter les traitements. Si un patient a un traitement X et continue à voir apparaître des lésions, ben on va changer de traitement pour aller vers un traitement Y qui va être plus efficace. Le principe étant de verrouiller l'activité inflammatoire et d'éviter l'apparition de nouvelles poussées. Alors, j'ai la chance d'appartenir à deux éléments qui font partie du CHU. Un laboratoire qui s'appelle le CRMBM CNRM, qui est une unité mixte CNRS. Alors, le mixte, c'est important parce que ça veut dire que c'est aussi un service clinique pour la partie CNRM, qui est complètement intégré à l'assistance publique et Aix-Marseille Université. Alors, le laboratoire est divisé en deux, avec une partie qu'on appelle le CRMBM, qui est la partie haute et qui permet de faire de l'imagerie de très haute résolution. Alors, l'IRM qu'on utilise dans notre pratique habituelle, c'est une IRM avec un champ magnétique de 1,5 Tesla. C'est la puissance du champ magnétique. Quand on utilise des appareils dédiés aux petits animaux, comme la souris ici, eh bien, ce sont des appareils de 11,5 Tesla, c'est-à-dire 10 fois la puissance du champ magnétique d'un appareil classique. Et vous voyez, sur un petit cerveau de souris, parce que c'est tout petit, hein, il y a des petites taches blanches où on a mis les flèches qui correspondent aux lésions que je viens de vous montrer chez l'homme dans des modèles animaux de sclérose en plaques. Et l'autre partie du laboratoire, il est sur le site de la Timone, alors que le premier est sur le site de la faculté. Et c'est un laboratoire, entre guillemets, qui est dédié à l'homme avec plusieurs machines d'IRM. Alors, 1,5 Tesla, j'ai laissé l'image, mais elle a disparu parce qu'elle était un peu obsolète. Mais une machine de 3 Tesla, donc déjà 3 Tesla, c'est 2 fois la puissance du champ magnétique de ce qu'on utilise habituellement. Et puis une machine qui est assez rare encore en France, puisqu'il y en a 3, une machine de 7 Tesla, avec pratiquement 7 fois le champ magnétique. Alors, ça va servir à quoi? Ça va servir, j'espère que ça va passer, parce qu'en général, ça ne passe jamais. Non. Ah oui, il faut récupérer la touche. Comment on récupère la touche? Non, non plus. Après, c'est pas grave, ça passe pas. Mais je sais pas comment on récupère la touche. Non, Bon, c'est pas grave. désolé. On va en voir d'autres. C'était une évolution dynamique chez un même patient avec les nouvelles séquences qui sont à cette pièce-là. C'était pour vous montrer que c'était très, très anatomique. Quand on regarde certaines séquences, on a l'impression de voir des dessins anatomiques tellement la résolution est bonne. Mais c'est pas grave, on va le revoir. Et on va prendre un exemple de ce que ça peut apporter. Là, vous avez une coupe avec un imageur de 3 Tesla, donc déjà, c'est déjà plutôt amélioré, où vous voyez de nouveau la présence de lésions. Et on cherche à mettre en évidence des toutes petites lésions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont dans une partie importante de notre système nerveux central, qu'on appelle le cortex ou la substance grise. Alors qu'on sait que la sclérose en plaques est principalement une maladie de la substance blanche, de la myéline. Mais depuis ces descriptions initiales, on sait aussi qu'il y a des lésions dans le cortex, mais on n'arrive pas à les voir parce qu'elles sont tellement petites que l'imagerie ne permet pas la résolution pour les voir. Vous voyez qu'à 3 Tesla, on peut se poser la question en se disant, est-ce qu'il y a quelque chose ici au niveau du repli cortical? Et le 7 Tesla vous donne la réponse avec une tache noire qui individualise une lésion qui est absolument pas visible à 1,5 Tesla, très mal visible à 3 Tesla. Maintenant qu'on sait qu'elle y est à 7 Tesla, on sera sûr qu'elle est présente à 3. Et on va même pouvoir faire la différence entre des lésions que nous appelons leucocorticales, c'est-à-dire qui sont à cheval entre la substance blanche et la substance grise, et des lésions qui sont uniquement localisées au niveau de la substance grise, c'est-à-dire du cortex. Alors, c'est un peu difficile à voir, mais vous voyez, on suit cette lésion sur plusieurs séquences différentes ici. Elle est uniquement localisée dans la bande du cortex. Et ici, vous avez une lésion qui est à cheval entre la substance blanche et la substance grise, qu'on voit un peu mieux, notamment sur ces séquences qu'on appelle les séquences flows. Là, vous voyez une petite image arrondie avec un centre noir et une bordure un peu blanche. Et ça correspond, je vais revenir en arrière, voilà, ça correspond à la classification qui est utilisée d'un point de vue neuropathologique, avec des lésions qui sont à cheval entre le gris et le blanc. Alors là, c'est l'inverse, le gris, il est en blanc et le blanc, il est en gris, mais c'est une histoire de neuropathologie, comme d'habitude. Et puis des lésions qui sont uniquement dans le gris, qui est en blanc,
ici et qu'on qualifie de purement gris, qu'on qualifie de pial ou de subpial. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais simplement pour vous dire qu'avec cet imageur, on est capable de les voir. Et ça, c'est important parce qu'on pense que ces lésions, elles ont quelque chose à voir dans l'évolution de la maladie. Premier point. Deuxième point, les traitements que nous utilisons, dont je vous ai dit qu'ils étaient extrêmement efficaces pour bloquer les poussées, donc les nouvelles lésions et celles qu'on voit dans la substance blanche, ben malheureusement, ils ne sont pas efficaces pour aller bloquer l'inflammation à l'intérieur de la substance grise. Et cette approche-là va nous permettre de mieux comprendre et appréhender les choses et donc de mieux démarrer des essais thérapeutiques avec des molécules qui seront plus ciblées sur ces lésions-là. Le deuxième pendant qui est important, c'est la moelle épinière. Parce que la moelle épinière, vous voyez, c'est tout petit, hein, c'est un tout petit tuyau, mais concentré d'un paquet de fils électriques qui permet de transférer de l'information, la motricité, la sensibilité, d'autres éléments. Et cette moelle épinière, elle est à ce niveau-là. Elle part d'ici, elle va jusqu'en bas. Et il y a tout un tas d'organes autour, les poumons, la respiration, etc., qui fait que l'image, qui est déjà toute petite, est beaucoup plus difficile à appréhender. Et là, vous avez un set d'images qu'on fait dans notre pratique quotidienne avec un appareil de 1,5 ou 3 Tesla. Et bon, même si on a l'habitude, on a bien des difficultés à se dire est-ce qu'il y a vraiment une lésion ici, ici et ici. Et le développement de nouvelles séquences, et ça, c'est une séquence qui a été développée par le laboratoire, qu'on appelle le M2-PIREDGE, et ben, là, c'est très clair. Hein, vous voyez une anomalie de signal en blanc, une anomalie de signal en noir. Ici aussi et ici aussi. Là, il n'y a plus de doute. On sait qu'il y a une lésion. Et on a fait une étude récemment qui a comparé les deux méthodes, ce qu'on fait d'habitude et ce qu'on devrait faire, si on peut dire. Et vous voyez qu'on arrive à individualiser plus de 60% de lésions supplémentaires avec la nouvelle séquence. Et surtout, ce qui est important, on arrive à avoir des lésions chez les personnes qui n'ont pas de lésions sur les séquences antérieures. Donc, dans le diagnostic, ça peut être important. Dans le suivi évolutif des patients aussi. Et puis, on va encore faire mieux avec un appareil de 7 Tesla. Là, vous avez des images avec la nouvelle séquence à 3 Tesla, ce que je viens de vous montrer. Regardez ce que ça donne à 7 Tesla. Là, il n'y a plus de doute. On voit une lésion ici, une deuxième ici. On la voit très bien en hypersignal, quand les lésions sont en blanc, ici, ou en hyposignal quand elles sont en noir, là. Donc, une résolution de très, 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 très haute qualité qui permet de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Et quand on fait des coupes dans ce sens-là, ce que je vous ai montré avant, c'est des coupes dans ce sens-là. Hein. On voit toute la moelle épinière. Mais lorsqu'on se centre sur certaines régions, là, vous avez en haut les séquences à 3 Tesla, ici les séquences à 7 Tesla. Bah, vous voyez la différence. Hein. On voit ce qu'on appelle le papillon, là, qui est au milieu. Et on est capable ensuite de localiser les lésions en rouge, de savoir, là aussi, si elles sont plutôt dans la substance grise ou plutôt dans la substance blanche. Ce qui peut être très, très important parce que la moelle épinière, si c'est un paquet de fils électriques qui dessert l'ensemble de ce qui se passe en dessous, en termes de motricité et sensibilité, ça veut dire que lorsqu'elle est touchée, en général, il y a des dégâts et les dégâts s'accompagnent de handicap. C'est une région extrêmement sensible et qui va expliquer beaucoup de handicaps chez les patients. Et puis après, les spécialistes de l'image s'amusent, hein, je vous rassure, je n'en fais pas partie. Donc, ils font des coloriages, ce qu'on appelle du post-processing, qui nous permet après comment dire, de localiser toutes les lésions et même de regarder ce qui se passe en dehors des lésions. Ce qu'on appelle dans notre langage, dans la substance blanche d'apparence normale, là où il n'y a pas de lésion, ou dans la substance grise d'apparence normale. Donc, tout ça va dans le même sens. C'est à la fois de mieux comprendre ce qui se passe dans la maladie. Ça va permettre d'améliorer le diagnostic, puisque vous avez compris que le diagnostic repose sur l'IRM. Et puis, ça, inévitablement, permettra une meilleure prise en charge des patients. Je trouve que c'est un bon exemple. On utilise toujours cette diapositive. Hein. Je ne l'ai pas préparée pour cette réunion, mais parce que c'est vraiment une association avec un patient dans la machine. Pas l'oublier, hein, dans la machine, il y a un patient ou un sujet contrôle éventuellement. Il y a une équipe de cliniciens qui s'occupe des patients et qui essaie de les prendre en charge au mieux possible, et une équipe de recherche qui est là pour travailler à la fois avec le patient, l'équipe de recherche, l'équipe de cliniciens, pour aller vers ce qu'on appelle, nous, le pendant de la recherche clinique, et après, on peut décliner l'imagerie. Je vous ai mis des exemples d'imagerie cérébrale dans diverses catégories, avec diverses séquences pour regarder diverses choses, et toujours ne pas oublier qu'au milieu, il y a un patient, donc il y a une évaluation clinique, voire même parfois une évaluation, en ce qui nous concerne, neuropsychologique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.